Le détroit d'Ormuz sera au cœur de ces négociations au Pakistan. Ce passage stratégique reste quasiment fermé. Les gardiens de la révolution ont même redessiné les routes que doivent y emprunter les navires, car ils seraient minés. Une menace pour le commerce pétrolier, mais pas seulement. Seuls quelques cargos ont pu franchir le détroit d'Ormuz depuis le début du cessez-le-feu et ils sont quasiment tous iraniens. Téhéran maintient son emprise sur ce passage stratégique et impose même ses nouveaux itinéraires uniques. En rouge pour entrer, en vert pour sortir, au plus près des côtes iraniennes. La zone sud du détroit est présentée comme dangereuse, c'est-à-dire minée par les gardiens de la révolution. De manière à être protégé de possibles collisions avec des mines, en coordination avec la marine des gardiens de la Révolution, jusqu'à nouvel ordre, les navires devront prendre des routes alternatives pour le trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Iran veut conserver le contrôle total du détroit et prévoit d'y imposer un droit de passage, à raison d'1 $ par baril, sachant qu'environ 20 millions de barils y transitaient chaque jour avant la guerre. Une telle taxe irait contre la liberté de navigation, principe fondateur du droit maritime défendu par l'ONU. Les États voisins exportateurs de pétrole, Washington et des dirigeants européens se sont vivement opposés à cette menace. Il est dans l'intérêt vital de l'Italie, de ses partenaires européens et occidentaux, que la liberté de navigation soit pleinement rétablie dans les mêmes conditions qu'avant le 28 février, afin de normaliser la situation tendue sur les marchés de l'énergie, des matières premières, des engrais et d'autres produits essentiels à notre économie. Le blocage d'Ormuz a perturbé les marchés mondiaux de pétrole, mais aussi ceux du gaz, de l'aluminium, de l'hélium et des engrais. Le prix de toutes ces ressources a flambé ces dernières semaines et menace donc les industries agricoles, automobiles, médicales ou encore de la construction. Et nous prenons le temps de l'analyse avec notre invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On l'entend, on le comprend. Il y a là une très grande fragilité de ces pourparlers qui doivent débuter très prochainement. Oui, pour parler qui commence par une surprise, ce fameux cessez-le-feu, après que le président Trump ait annoncé qu'il allait raser de la terre une civilisation, ce qui est quand même complètement fou de dire des choses pareilles. Et donc d'un seul coup un cessez-le-feu, mais on se réjouit qu'il y ait un cessez-le-feu de 15 jours. Simplement, la base de départ est une proposition iranienne avec 10 points qui ne correspondent absolument pas aux position américaine. Donc, on verra demain si la réunion a lieu. On va peut-être en parler parce qu'il y a du suspense à cause de ce qui se passe au Liban. Mais si cette réunion démarre demain, c'est une bonne chose. Mais on est quand même sur des positions très, très éloignées. La bonne nouvelle, même si on ne l'apprécie pas, le vice-président Vance va mener la négociation américaine. On le sait qu'il était contre la guerre. Et puis, peut-être aura-t-il des capacités de négociation meilleures que les deux agents immobiliers que sont Wilcoff et Kushner, qui n'ont jamais rien réussi à obtenir. Alors c'est intéressant d'essayer de comprendre effectivement ce que souhaite obtenir chaque camp, puisque effectivement, vous le dites, on a des positions qui semblent très très éloignées. Or, il va falloir trouver une convergence. Je repense à ces mots qu'avait prononcés il y a quelques semaines Jean-Yves Le Drian. Ils sont très forts, les Iraniens, dans l'art d'emberlificoter, d'entourlouper. Il faut être extrêmement habile pour négocier avec eux. On le sait, ça aussi. On sait que chaque camp va essayer de gagner du temps. Oui, complètement. Et les Iraniens sont effectivement très forts pour emberlificoter tout le monde et arriver à gérer les choses. Et là, d'autant plus qu'ils savent très bien que le président Trump cherche une porte de sortie. Alors pour l'instant, il y a une sortie de secours à peine entrebâillée. On va voir si elle s'ouvre plus que ça. Les négociateurs iraniens sont intéressants aussi. C'est le ministre des Affaires étrangères et le président du Parlement qui ne sont pas réputés pour être très doux, sensibles. Ils sont plutôt des personnages assez durs du régime des Pasdaran. Donc, je le répète, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont plus Wilcoff et Kushner qui sont en première ligne, parce que alors là, ils se feraient rouler dans la farine en permanence par les Iraniens. Avec Vance, on verra. Simplement, il a fait une déclaration hier qui est assez surprenante à propos du nucléaire, puisque les Iraniens réclament le droit de pouvoir continuer à enrichir. Et lui dit, en comparant avec le saut en parachute de son épouse, que en fait, c'est pas parce qu'on dit qu'on peut le faire qu'on va le faire.
et que donc c'est une ouverture. Bon, c'est le genre de promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Et c'est vrai que ça va être toute la difficulté, puisque ça, Donald Trump l'a évoqué, de la différence, le décalage entre ce qui se dit à huis clos et puis ce qui est dit ensuite devant les caméras, ce qui est fait devant les caméras. C'est vrai qu'il y a là aussi une variable qui est difficile à apprécier. Vous le disiez, la paix dans la région dépend du Liban. On l'a vu ces derniers jours. C'est vrai que le Liban n'a pas été intégré à ce cessez-le-feu et on a vu toutes les chancelleries se lever pour dire face à Israël, il faut absolument que les frappes cessent aussi au Liban. Il n'y a pas que l'Iran qui le dit. Oui, tout à fait. Alors, on a deux échos. De même qu'il y a deux versions. Vous savez qu'il y a une version en farsi, une version en anglais, et qui ne correspondent pas. Donc, c'est là qu'on rentre dans les difficultés de ce type de négociation. Mais le Liban, pour les Iraniens comme pour les Pakistanais qui ont transmis la proposition, le Liban fait partie du cessez-le-feu. Alors que pour les Israéliens, il faut rappeler qu'ils ne font pas partie de la négociation. Donc les Israéliens, eux, considèrent que le Liban ne fait pas partie. Toutefois, je pense que les Américains ont fait suffisamment de pression pour les Israéliens pour qu'ils acceptent hier de négocier directement avec le gouvernement libanais. Ça, c'est une excellente nouvelle que je disais depuis plusieurs jours. Je disais, mais s'ils veulent se séparer du Hezbollah, le gouvernement libanais a pris la décision maintenant de réduire le Hezbollah. Donc le mieux est encore que les Israéliens s'entendent avec les Libanais. Et donc ils se parlent directement, ce qu'ils ne faisaient pas du tout pour l'instant. Là, ils ont annoncé qu'ils vont le faire avec une réunion à Washington mardi la semaine prochaine. Alors nous, Français, qui sommes très proches des Libanais, j'ai moi-même commandé un bataillon là-bas, j'ai une partie de mon cœur au Liban, on aurait bien aimé être à la manœuvre. Mais je pense que pour faire pression sur les Israéliens, il n'y a que les Américains qui peuvent faire pression sur les Israéliens. Les Français ont peu d'arguments contre les Israéliens. Réexpliquons ce qui va peut-être se passer la semaine prochaine, parce que c'est historique, une rencontre directe, des discussions directes entre Israéliens et Libanais. Et effectivement, les Libanais étaient plutôt d'accord. Là, aujourd'hui, ils disent, bon, on sera présent, mais on préférait quand même qu'il y ait un cessez-le-feu avant de débuter des discussions. Les Israéliens, eux, y étaient totalement opposés. On voit là que Donald Trump a réussi à tordre un peu le coup de Benjamin Netanyahou qui semblait hors de contrôle. Oui, mais alors, M. Netanyahou, on le sait, la guerre en Iran, c'est lui qui a emmené les États-Unis dans cette guerre en Iran. Pourquoi ? Parce qu'il pense que c'est le cœur du système, qu'il faut détruire le cœur du système, sinon on ne réduira pas le Hamas, le Hezbollah, les milices en Irak, le Houthi. Donc, et il n'a pas tort. Il n'a pas tort sur ce sujet-là. En revanche, là, il traite du problème libanais à part, en utilisant la force, alors que les Libanais ont proposé de réduire le Hezbollah. Et donc c'est là qu'on ne comprend pas bien. Alors moi qui ai vécu, encore une fois, je le dis là-bas, j'ai vécu dans une zone sud qui était occupée par les Israéliens. Ils sont partis en 2000, ils sont revenus en 2006, ils sont repartis, ils sont revenus en 2024. Ça fait 4 allers-retours. Mais pourquoi ? Ils se rendent bien compte qu'à chaque fois, ils n'obtiennent pas l'effet recherché. Et donc, l'intérêt, c'est de travailler avec les Libanais. Mais vous avez dit, c'est une nouveauté, puisque je rappelle que le Liban et Israël sont toujours officiellement en guerre. Je rappelle aussi que pour trouver un accord sur les gisements de gaz au large d'Israël et du Liban, d'un seul coup, ils ont pu trouver un accord en une semaine. Donc, voilà, quand ils veulent, les deux sont capables de négocier. Et je suis heureux qu'enfin, ils se décident à négocier. On verra ce qui en sortira. Et Israël a frappé très durement hier, simplement parce qu'il ne pouvait plus frapper en Iran. Et donc, il a, j'allais dire, utilisé ses dernières munitions pour taper sur des représentants du Hezbollah qui n'allaient plus dans la zone sud de Beyrouth, mais qui, au contraire, s'infiltraient dans les zones où traditionnellement, il n'y avait pas de gens du Hezbollah. Ce qui a conduit aux frappes terribles, avec des dégâts collatéraux, le mot est terrible, absolument incroyable, sur les populations libanaises qui ne savaient probablement pas que le voisin de palier était peut-être quelqu'un du Hezbollah.
ce qui reste à vérifier d'ailleurs. C'est un bilan humain effectivement absolument dramatique, une situation de crise à laquelle fait face actuellement le Liban. Peut-être aussi voit-on Benyamin Netanyahou accepter ces discussions directes avec le Liban parce que, vous le disiez, les dernières munitions utilisées au Liban et puis ces recrues qui vont peut-être commencer à manquer. Il faut des soldats pour pouvoir déployer et maintenir la sécurité dans le sud d'un pays étranger. Et ça, c'est ce qui peut-être manque aujourd'hui à Benyamin Netanyahou après pratiquement 2 mois de guerre. Oui, il a demandé à rappeler 400 000 réservistes, ce qui est considérable. Il faut voir que depuis 2 ans et demi, l'économie israélienne a du mal parce que ces réservistes, naturellement, ne font pas tourner l'économie. Le deuxième point, c'est que la population israélienne le suivait sur l'attaque en Iran parce qu'ils avaient le même raisonnement que lui. Il faut tuer la tête de la pieuvre si on veut arriver à quelque chose. En revanche, sur le Liban, même si ça touchait les populations nord d'Israël qui ont été frappées par le Hezbollah, qui ont été frappées par des missiles, là, ça commençait à se déliter un peu parce qu'on se rend bien compte que le Premier ministre, M. Netanyahou, pense que la sécurité d'Israël, c'est la guerre. Et autant tuer la tête de la pieuvre à Téhéran, la population comprend, autant la guerre partout ailleurs commence à poser problème en Israël. Et il faut rappeler qu'il y a des élections qui sont prévues au mois d'octobre et qui sont essentielles pour M. Netanyahou. On peut se demander si ces frappes de mercredi israéliennes au Liban n'ont pas été aussi une manière de faire capoter ces discussions qui doivent se tenir ce week-end. On sait que Benyamin Netanyahou est opposé à chaque fois qu'il y a eu des tentatives des États-Unis de discuter à nouveau avec l'Iran. Il a tenté de dissuader son partenaire américain. Oui, je ne pense pas pour autant que ces frappes au Liban puissent avoir un effet. La meilleure preuve, c'est qu'effectivement, il s'est résolu finalement à aller négocier. Mais les Libanais ont raison, il faut un cessez-le-feu. De même que pour les Iraniens, il y a un cessez-le-feu pour discuter. Pour les Libanais, c'est la même chose. Il faut absolument un cessez-le-feu pour aller discuter à Washington. Ça me paraît essentiel. Comment est-ce que les Libanais peuvent ne plus être exposés à cause du Hezbollah? Est-ce que la méthode israélienne vous semble malgré tout la seule et unique, les frapper militairement, ou est-ce qu'il y a une autre méthode? Là, on parle de cette méthode, de cette négociation qui va vraisemblablement s'initier. Malgré tout, est-ce que ça va être suffisant? Il faut cette capacité, on ne cesse d'en parler, d'une autorité, d'un État fort qui est capable de désarmer cette milice. Alors oui, vous avez raison, l'État libanais est faible. Et c'est pour ça qu'il a besoin de notre soutien des États-Unis, de la France et d'Israël, pour lutter contre Hezbollah. Parce que j'allais dire Hezbollah, Téhéran, même combat. Ils ne comprennent que la force. Et donc, si vous voulez, il y a 2 éléments qu'il faut retenir au Liban. La destruction des éléments du Hezbollah au sud du Liban. Pour ça, il faut rappeler que la FINUL termine son mandat au mois de décembre. Donc il faut aller vite avec la FINUL pour accompagner l'armée libanaise et renforcer l'armée libanaise. La France a envoyé 49 véhicules blindés, donc elle renforce, etc. Il faut que les Américains fassent pareil. Le deuxième volet, c'est la force Code qui, avec des faux passeports libanais, sont infiltrés avec le Hezbollah dans le reste du Liban. Et là, je pense que ce sont les services israéliens en liaison avec les services libanais qui doivent arriver à identifier et à neutraliser ces personnes néfastes. Maintenant, pour le Liban, c'est un changement radical. Parce que pour l'instant, le Liban faisait semblant de ne pas regarder. Je rappelle que la résolution 1701, qui a été votée en 2006, déjà demandait de désarmer le Liban. Le Hezbollah. Et pendant 20 ans, quasiment, enfin pendant 19 ans, rien n'a été fait. Donc là, il faut mettre vraiment le booster. Je crois que la population libanaise en a tellement assez que le gouvernement libanais doit le comprendre. Mais on a toujours cette faiblesse du gouvernement libanais, vous avez raison de le souligner, parce que le Hezbollah, les chiites sont représentés. Le président du Parlement, il est chiite, et dans le gouvernement libanais, il y a des chiites. On a une idée de la capacité militaire encore du Hezbollah. Il y a quand même eu différentes opérations qui devraient les avoir affaiblis depuis 2024, notamment la mort de Hassan Nasrallah. Oui, non, mais vous avez raison. On a été surpris par la capacité du Hezbollah de pouvoir relancer une opération. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment lié avec les Téhéran. La force Code, on le sait, les principaux personnages de la force Code ont été
récupérés par un avion russe à Beyrouth et transférés à Téhéran. Donc le lien est évident. Donc il faut absolument arriver à dénouer cet écheveau pour que le Liban, enfin, puisse essayer de se reconstruire. Parlons, vous l'avez évoqué, des tentatives d'Emmanuel Macron d'être présent. On sait que la France est évidemment aux côtés du Liban. Emmanuel Macron a essayé de se positionner très rapidement aux côtés du Liban. Il y a eu ces envois faits notamment pour soutenir l'armée libanaise. Il rencontre en ce moment le pape. On a une audience privée qui dure. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui doivent être évoquées à cause de la situation internationale, à cause aussi de sujets plutôt plus sociétaux, nationaux, évidemment. Mais sur ces deux hommes, ils ont été interpellés, on le voit, par les Libanais. Le pape Léon aussi, beaucoup. C'est vrai que le pape peut agir au Liban, vous semble-t-il. Mais l'influence chrétienne au Liban, même si elle a beaucoup diminué, parce que beaucoup de chrétiens libanais ont quitté le Liban, et elle est toujours extrêmement importante. Vous voyez, je reviens là d'une cérémonie pour un timbre pour les chrétiens d'Orient. 170 ans. 170 ans que les chrétiens d'Orient arrivent, et existe cette organisation qui soutient les chrétiens au Liban. Eh bien, l'Église catholique, qui ne touche pas tous les chrétiens, il y a des tas d'obédiences chrétiennes au Liban, et la France ont cette même histoire avec le Liban, avec la particularité pour la France d'avoir été le pays qui a créé le Liban en 1920. C'était le mandat qui avait été donné après la Seconde Guerre mondiale. Nous avions mandat sur la Syrie, la grande Syrie, et nous avons décidé de créer ce Liban pour préserver ces minorités chrétiennes. Donc, il y a sur la politique intérieure française, je pense que le pape n'est pas tout à fait d'accord avec le président de la République. En revanche, sur la politique internationale, il n'y a aucun doute, les proximités sont très importantes et il faut absolument qu'ils arrivent à réunir leurs forces religieuse d'un côté, politique de l'autre, pour soutenir le Liban et une solution pacifique au Liban. Et peut-être aussi, on parle du détroit d'Ormuz, où ça va être compliqué, ça va être très compliqué. On a aussi un pape, on l'a vu ces derniers jours avec Pâques et ces dernières semaines, qui n'a pas hésité à prendre position fermement contre Donald Trump, en tous les cas contre son esprit guerrier. C'est vrai que pour les Américains, là aussi, il y a beaucoup de courants religieux très puissants dans la société américaine. Malgré tout, on ne peut pas se couper du pape, et le point de vue du pape reste important. Vous savez, c'est Staline, je crois, qui disait le pape, combien de divisions ? Il avait oublié le soft power. Et le soft power, on le voit aujourd'hui. J'en parlerai d'ailleurs dans mon prochain livre sur les religions. Il y a une résurgence des religions. Je ne parle pas seulement des catholiques et des chrétiens, mais des religions, globalement. On a l'impression que dans le monde très matérialiste dans lequel on a vécu, les gens redécouvrent qu'ils ont besoin de vivre pour quelque chose de plus grand. Et donc c'est important. Et le pape a un rôle important à jouer là-dedans. D'abord parce que c'est le seul chef de l'Église qui ait tant de fidèles, j'allais dire, en nombre, en millions de fidèles. Il représente 1,5 milliard de personnes. C'est considérable. Aucun chef d'État ne peut l'ignorer. Mais bien sûr, en Afrique particulièrement, où vous savez que c'est le seul continent qui est en croissance démographique, eh ben, la religion catholique est en croissance démographique aussi. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui, en plus, il a le détachement possible sur un aspect religieux très, très éloigné, puisqu'on faisait la comparaison avec l'Iran, les mollahs, qui eux prêchent la haine et la mort. Lui prêche la paix et l'amour. Général Dominique Trinquant, merci beaucoup de terminer sur ces mots. Je précise d'ailleurs que le pape a appelé à une veillée de prière pour la paix demain à Saint-Pierre. Merci beaucoup. Oui, vous vouliez ajouter un mot? Je me suis trompé en parlant des chrétiens d'Orient, c'est l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient, voilà. L'œuvre d'Orient. Je vous ai pas appris. Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci d'avoir été avec nous.